Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir David Rivoire, entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Salut David. Salut Armelle. Alors, comment c'était dans ton enfance ? Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? C'est une bonne question. Je suis de plus en plus en train de découvrir ça et de me dire que finalement, oui, avec une grosse exploration thérapeutique et d'éveil spirituel depuis 5-10 ans. Et dans mon enfance, c'était torturé, le brouillard. Je comprenais pas pourquoi tout le monde trouvait que tout allait bien alors que moi, pas du tout. J'étais très malheureux à l'école, j'étais un cancre. J'avais un problème d'associabilité, je pense, en tout cas de très grande timidité. Donc oui, je pense qu'il y avait des signes précurseurs en disant mais qu'est-ce que c'est que ce monde qui tourne pas rond et enfin qu'est-ce que c'est que ces hamsters dans leur roue qui font comme si tout allait bien alors que tout va pas bien. Et donc oui, je crois qu'il y avait des trucs très tôt dans mon enfance, ouais. Et alors, raconte-nous le début de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Moi, mon premier choc, du coup, c'est à l'adolescence, c'est Largo Winch. Donc, c'est une BD d'un Yougoslave qui a été d'un Serbe qui a été adopté par un milliardaire américain qui avait pas d'enfant. Et puis, quand le milliardaire américain meurt, il hérite d'un empire de 10 milliards de dollars. Et c'est un jeune de 25 ans qui a vu le monde et qui décide d'en faire un empire vertueux. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, je crois que ça a été un gros choc. Je pense que c'est le choc qui a fait, c'est une BD, c'est con, mais qui a fait que j'ai voulu faire de l'entrepreneuriat social. Comme j'avais compris assez tôt que le monde tournait par an, je m'étais dit, tiens, comment je me place là-dedans? Je m'étais dit, je vais faire de l'humanitaire, je vais aller bosser dans les ONG, je voulais être prof. Et puis, en lisant Largo Winch, puis j'avais pas mal de gens, familles, amis autour de moi qui étaient plutôt des gens d'argent. J'avais compris que c'était quand même l'argent qui régissait tout et que c'était bien d'aller faire bénévole dans des ONG, mais ça allait pas faire bouger beaucoup de choses, si ce n'est mon ego. Donc, c'est comme ça. Et du coup, ma carrière, elle a débuté en 2002, avec une loi qui est passée en France, qui est une loi de modernisation sociale, qui a instauré un principe qui s'appelle la validation des acquis de l'expérience. Un principe qui permet de transformer l'expérience en diplôme. Et ça a fait tilt chez moi. J'ai dit, tiens, si on se met à donner des diplômes à des gens qui sont jamais à l'école dans un pays qui ne jure que par la théorie, les universités, etc., il y a un bouleversement culturel qui arrive et ça m'intéresse. Et donc, je me suis mis à faire ça. C'est comme ça que ça a démarré. Et alors, comment t'es arrivé jusqu'à aujourd'hui, de ce constat jusqu'à maintenant ? Avec une immense part de sang, de sueur et de bonheur. D'abord, quand je me suis lancé en VAE, j'ai fait moi-même les 2-3 000 premiers coachings tout seul. Je sens que peut-être ce qu'il faut expliquer, c'est que pour faire une validation d'acquis, il faut faire un récit de vie dans lequel on va essayer d'apporter la démonstration qu'on a acquis les compétences par soi-même. Et donc, moi, je m'étais positionné comme accoucheur de ces récits. Donc, j'avais 24 ans et je trouvais ça génial que des gens me racontent 20, 25 ans, 30 ans de vie en ayant quitté l'école avant le bac et en ayant eu des vies incroyables. Et incroyable, je parle pas forcément de réussite, ce qui pourrait être qu'on pourrait considérer comme une grande réussite professionnelle, mais une réussite professionnelle dans tous les métiers avec beaucoup de bonheur, malgré le complexe de l'autodidacte, malgré les difficultés, les bâtons, etc. Et je m'apercevais que ça leur avait quand même donné de la force. Et donc, ça a été le premier step. Ça a duré quelques années. Après, j'ai créé une méthode. Je me suis mis à embaucher du monde. Et puis là, on est assez rapidement arrivé en 2008, qui a été une très grosse crise internationale. Et donc, on n'a pas été épargné. Et là, il y a eu une traversée du désert de 10 ans. En fait, on n'a jamais dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires et on a perdu de l'argent pendant 10 ans. Après avoir fait 4-5 ans d'émergence où en fait j'étais tout seul à la cave, donc c'était pas trop difficile c'était pas difficile. En tout cas, la charge financière était peu pesante au démarrage. Et puis comme j'avais commencé à dire tiens mais on prend des locaux, on embauche du monde, etc. C'est à ce moment-là que la crise nous est tombée dessus. Donc j'ai fait 10 ans de déficit en passant par un burn-out, un divorce. Je pense qu'on a été au bord de la cessation de paiement à une semaine pendant ces 10 années-là, avec des huissiers qui tapaient à la porte. Moi, j'ai vécu 2 ans et demi sur le canapé de mon bureau. D'ailleurs, c'est de là que date mon premier chemin thérapeutique, en disant finalement ce burn-out, ça a été un mal pour un bien. En tout cas, c'est comme ça que je le dis aujourd'hui. Et puis on a tenu avec des moments d'ailleurs où moi je dis j'en peux plus, j'arrête, et je commençais à faire la liste de tout ce qu'il allait falloir faire pour arrêter.
c'est fermer une boîte, et en fait, assez rapidement, en fait, c'est pire que de continuer. Donc, on va continuer de ramer, puis on verra bien où on va. Certains parlent de persévérance, d'autres de chance. Moi, en tout cas, il y a eu un trou de souris, il y a eu une lumière, ça s'est éclairé au fur et à mesure. J'ai été pris dans le pionnier French Impact quand Macron est arrivé au pouvoir en 2017. Donc, ce qui a mis un peu en lumière l'économie sociale, et ils ont dit, on va en choisir 20 qui sont là, on va les accompagner. Donc, du coup, ça m'a rendu visible avec le ministère du Travail. C'était Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui a été ma marraine à l'époque. Donc, du coup, je me suis mis un peu à collaborer. Ça a rendu la VAE un peu à la mode. Les gens ont commencé à s'apercevoir que ça pouvait devenir un outil de gestion des carrières des ressources humaines hyper intéressant. Moi, j'avais écrit 2 bouquins dessus, qui sont vraiment des bouquins méthodologiques. Mais donc, du coup, j'étais un peu la personne de référence d'un truc qui était pas inaperçu jusqu'ici, et qui devenait le truc un petit peu, ah tiens, il y a un angle qu'on n'a pas vu, que j'appelle aujourd'hui les pédagogies situationnelles, comment on apprend en faisant et pas en écoutant. Et donc, à partir de Pionnier French Impact, qui est vraiment 2018, qui est le moment que je considère être celui où je commence à sortir le nez de l'eau et respirer un peu. Là, il y a un peu un enchaînement. Il y a des lois qui se votent. Le chiffre d'affaires croît. On monte jusqu'à 4 millions de chiffre d'affaires. Donc, en quelques années, enfin, on prend notre courbe. Et là, on est racheté par un grand groupe RH. Et c'est en 2020. Donc voilà, ça a été 17 ans de grosse formation autodidacte entrepreneuriale. Évidemment douloureuse. Moi, je dis souvent, les entrepreneurs sociaux, ils ont la double peine. On connaît la peine des entrepreneurs, la solitude, la fameuse. Entrepreneur social, vous avez vraiment l'impression de faire un truc pour votre pays, pour votre société, et que tout le monde s'en fout. Donc c'est vraiment et puis le seuil de rentabilité est très long à atteindre. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé entre-temps sur cette partie-là. Entre-temps, j'avais monté le Social Bar avec Renaud Seligman, que j'avais rencontré au mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc ils trouvaient que les gens se parlaient plus, donc mais complètement la fleur au fusil d'ailleurs, puisque c'était pendant cette époque de souffrance. On s'est dit tiens, on va ouvrir un bar. Là, en le disant, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est ce qu'on a fait. Et on a ouvert un bar complètement à l'arrache. On est allé taper de l'argent à des potes qui trouvaient ça cool, et on a ouvert un bar dans une rue toute pourrie derrière la gare de Lyon, où il faut surtout pas mettre un bar, on nous l'avait dit. Et on y a mis en place des activateurs de convivialité qui étaient basés sur le concept de nudge en anglais, en fait, comme on incite les gens à se débloquer, à entrer en contact. Et ça a marché. Ça a marché tout de suite, je pense, parce que c'était beaucoup fait avec le cœur et pas comme un concept marketing. On a été le meilleur bar de Paris nos 2 premières années. C'était un bar, on l'appelait le couloir, il faisait 49 mètres carrés. Et quand t'avais enlevé le bar, les tables et les toilettes, il restait, je pense, 16 mètres carrés, tu vois. Et on était sur un trottoir large, et il y avait tout Paris qui déboulait. Donc c'était une époque assez marrante. On avait les plombs qui pétaient, on avait de l'eau, enfin c'était... Et puis voilà, on a grandi petit à petit. Ça date de 2016 et ça existe encore. Aujourd'hui, on a ouvert 5 bars pendant le Covid, ce qui est un petit exploit. On en a refermé 2. Puis après, on a beaucoup pivoté. On est devenu une agence de prestations. Donc, on envoie nos agents de convivialité dans les événements, les séminaires, les lieux publics. Puis ensuite, on est devenu une école qui enseigne la convivialité, plus particulièrement ce qu'on appelle la déconne sérieuse et le détournement convivial, qui sont ce petit truc qu'on s'est tous interdit en devenant adultes, qui est de garder cette part d'enfant intérieur qui fait que la journée est 10 fois plus sympa, et pour soi et pour les autres. Et donc, on enseigne ça maintenant un petit peu partout. Voilà. Et puis après, on a racheté un monastère avec des copains en 2021, parce que moi, si en 2020, je t'ai dit que j'avais vendu, ouais. Et donc, dans ce monastère, on a monté un tiers-lieu, qui est un espèce de social bar géant à la campagne, dans la ruralité, où on y fait du tourisme. On est à 15 km de la presqu'île de Gien, donc on est sur la Côte d'Azur ou pas loin, en Provence verte, ça s'appelle. Tourisme social, séminaire, mariage, centre de formation, ferme en permaculture, projet de recherche sur la partie humaine et sur la partie agroécologique, des séjours de répit, de reconstruction, de remobilisation. Voilà, on essaie de créer de la mixité d'usage et de la mixité sociale dans des lieux où on réapprend à être ensemble et à faire tout ce qu'on a désappris à faire. T'es passé plein de fois au bord du gouffre, voire même t'es peut-être rentré dans le gouffre pour en ressortir ensuite. Finalement, où est-ce que tu puisses ta motivation? Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Bah, c'est marrant parce que dernièrement, je viens d'entamer un coaching avec un préparateur mental de sportif de haut niveau là-dessus. Franchement, c'est difficile pour moi de donner une réponse à ça parce que je ne l'ai pas. Ce que je peux dire, c'est que si j'avais pas touché le fond, je serais pas remonté. Il a fallu que j'aille me brûler pour prendre conscience de la douleur que c'était. Et je pense qu'il y en a qui arrivent plus facilement à s'empêcher d'aller au mauvais endroit. Moi, il a fallu que je me prenne le mur ou le fond de la piscine. Ça dépend des usages, très violemment. Et c'est pour ça que je dis que c'est un mal pour un bien. Moi, ça a été le début du reste de ma vie. Ce truc-là, ça a été évidemment très douloureux, mais ça m'a complètement amené là où je suis aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu un long chemin thérapeutique, puis spirituel, non religieux, à religieux, spirituel, qui à mon avis est absolument essentiellement complémentaire à ce qu'on peut appeler la thérapie classique. Et aujourd'hui, où est-ce que je vais puiser? Je sais pas. J'ai pas l'énergie tous les jours, ça c'est ce que je peux te dire. J'ai appris qu'il y avait des moments hauts et des moments bas.
J'ai appris que les moments bas sont suivis de moments hauts, que les moments hauts sont pas éternels. J'ai pris un peu de recul et je continue de travailler quasiment quotidiennement sur ces sujets-là. Donc, j'ai malheureusement pas de formule magique à te donner, si ce n'est prendre du temps pour soi, quoi. Et quand je dis prendre du temps pour soi, c'est pas aller jouer au tennis avec des copains ou partir en week-end. C'est prendre du temps pour apprendre à se connaître et à s'éveiller et aller se mettre au bon endroit. Et moi, je considère que j'ai souvent pas été au bon endroit dans ma relation aux autres, dans ma relation à moi. Donc, en tout cas, voilà, si je peux répondre comme ça, c'est apprendre à se connaître pour être au bon endroit, dans le bon lien avec soi, qui te permet d'être dans le bon lien avec les autres, qui te renvoie du bon lien avec toi. Et je peux dire que mon lien est meilleur depuis que je prends soin de ça. C'est quoi pour toi le risque ? C'est marrant parce que les boîtes que j'ai montées, alors il y a plein de manières de le dire, mais d'abord, si je le dis basiquement, elles perdent de l'argent pendant très longtemps avant d'en gagner. Beaucoup plus longtemps que ce qu'on peut attendre d'une boîte classique, et même pour une boîte de l'économie sociale, ce qui n'est pas défini d'ailleurs. Donc certains diraient c'est normal, c'est le temps long de l'économie sociale, je pense que c'est une manière de le définir. D'autres diraient t'as un profil à risque. Je pense qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, hein. Il y a les écureuils, on ne dépense que ce qu'on a et peut-être qu'on mettra 20 ans à aller là où on va, mais on y va lentement mais sûrement. Moi j'ai plutôt le profil inverse, j'ai plutôt la cigale, donc je pense que j'ai une urgence à ce que ces trucs-là avancent. Je pense qu'elle me vient de ce qu'on se disait sur mon enfance, c'est que j'ai tellement l'impression que le monde va mal. Moi, j'ai 2 ados de 14 et 16 ans, je me fous des études qu'ils vont faire. J'ai envie simplement qu'ils apprennent à être heureux et qu'ils observent le monde tel qu'il évolue. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand je dis on va monter un social bar qui va créer du lien social ou un hameau qui va nous réapprendre à vivre, j'ai pas envie qu'il émerge dans 20 ans parce qu'on y sera allé progressivement. Et pour moi, le risque, voilà, c'est accepter cette part d'incertitude, accompagnée souvent d'anxiété, de douleur, de souffrance, mais aussi de trucs merveilleux, qui fait qu'à un moment donné, on fait émerger quelque chose. Et c'est difficile de faire émerger quelque chose sans cette part de risque. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quels sont pour toi les plus gros risques que tu as pris dans ta vie et surtout pourquoi est-ce que tu les as pris ? Ça déjà, je pense qu'il y a un truc extrêmement clair, c'est que quand tu les prends, t'as pas du tout l'impression de prendre des risques. Moi, je dis souvent, et c'est drôle parce qu'en fait, les gens ils disent mais t'es un fou, t'es une tête brûlée. Et en fait, moi, je comprends pas parce qu'au moment où ça se passe, il y a un espèce de flow qui est en fait de la candeur extrême. Moi, c'est vraiment comme ça que je le définis. Pas de la naïveté, hein. De la candeur un peu quand même éclairée, quoi, où tu te dis, bon, on sait pas du tout où on va, mais en vrai, il y a un chemin, on sait pas trop, mais il y a une intention. Et à ce moment-là, en fait, si l'instant d'après, tu te mets à réfléchir au risque, à dire, OK, ça va nous coûter combien, est-ce qu'on va se cramer, etc., t'arrêtes tout de suite. Voilà, tu vois, moi, mon rapport au risque, il est plus là. Je me dis pas, tiens, il y a ça à faire, alors on va se prendre un risque qu'on va mesurer et c'est comme ça qu'on va y aller, en fait. J'y vais, je réfléchis après. Je voudrais pas que ce soit mal compris. C'est pas une forme de courage, c'est plus une forme de candeur. Toi, tu le vis comment, du coup, quand tu réalises que t'as pris un risque? Est-ce que ça t'excite? Est-ce que ça te paralyse? Ça te fait quoi? Ça, c'est tout le problème. C'est ce que je disais à ma psy l'autre jour. Je me suis encore mis des projets sur le dos pharaoniques et je suis dans l'ambivalence permanente que c'est ça qui me fait vivre pleinement et entièrement, mais c'est ça aussi qui m'amène une immense anxiété. Alors donc tout le travail d'éveil dont on parlait tout à l'heure est d'arriver à faire en sorte que les moments difficiles soient un peu moins souvent et un peu moins forts et que les moments plus agréables, et ça c'est tout un travail en fait. Mais ouais, c'est compliqué parfois. Et en même temps, le lendemain c'est merveilleux. Si tu regardes ton parcours, quelle a été selon toi la plus grosse erreur et surtout qu'est-ce que tu en retiens? J'ai une erreur que je ne marque pas comme un moment donné où j'ai pris une mauvaise décision, mais en tout cas j'ai une erreur de posture. Et je dis souvent quand je fais du coaching ou je suis analyse qu'on peut vivre avec son fantôme. Et je pense que pendant de nombreuses années, j'ai mis mon petit costard, j'ai fait mon petit chef. Ça revient se placer au bon endroit dans son lien en fait. Et ça, je pense que ça m'a fait du mal. Ça a alimenté l'image négative que je pouvais avoir de moi, parce que ça a alimenté un lien négatif aux gens. Et ça, j'ai mis très longtemps à sortir de là. Je pense que d'ailleurs, le burn-out, on pourrait imaginer que c'est trop de taf. Mais pour moi, je pense qu'il s'est surtout joué dans ce lien de très mauvaise qualité que je créais moi-même. Je pense que j'ai réalisé inconsciemment à un moment donné que c'était ce lien qui me revenait à la gueule en permanence. Donc à ce moment-là, tu sors de la plainte de dire les autres font mal, les autres sont cons, les autres sont machin, et tu te dis ah merde, en fait c'est moi le problème. Et là, tu te prends un gros burn-out. Donc la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est la vie qui me l'a apprise. On me l'avait pas appris. Moi, j'ai disais tout à l'heure que j'étais un cancre, mais on m'a rattrapé par le col. Donc j'ai fait 5 ans d'études en alternance. J'ai fait une école de management. Et moi, ça me fait marrer les écoles de management aujourd'hui. Je trouve qu'on y apprend tellement pas ce qu'est la vraie vie derrière. Voire pire. On vous laisse penser que ce qu'on vous a livré
va être une boîte à outils immédiatement exploitable. Et alors, je trouve qu'on fait une erreur monumentale là-dessus. Et à contrario, est-ce que tu as eu des grands accomplissements, des grandes satisfactions dont tu es particulièrement fier? Ben ça, le problème, c'est que évidemment, toute l'anxiété, tout le stress, il vient du fait que je suis un éternel insatisfait et que j'ai une estime de moi à réparer, et donc probablement que j'essaie de remplir un récipient qui a peut-être pas de fond, mais en tout cas qui est très profond. Donc j'ai énormément de mal encore à dire ça, etc. Ce qui est sûr, c'est que quand tu commences à avoir des reconnaissances de l'extérieur, déjà ça aide un peu. Donc pionnier French Impact, même si c'est un gouvernement qui va te mettre une étiquette et que tu sais très bien qu'à un moment donné tu peux aussi potentiellement être l'idiot utile du moment, ça reste une reconnaissance. Vendre la boîte, ça c'est une reconnaissance matérielle, ok, financière, qui en plus donne les moyens d'autres choses. Et après, s'il y a une autre chose que ça m'évoque, c'est que quand même, moi quand je me suis lancé, pendant très longtemps, on était quand même des bisounours complètement perchés, quoi. Moi j'en parlais à mes potes. Et puis il y a une part de souffrance là-dedans, parce que tes potes ils commencent à s'acheter une baraque, à vivre bien, et toi tu rames à la cave, quoi. T'arrives difficilement à te dégager 1500 balles par mois, et de temps en temps tu te dis quand même, qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fais en fait? Au fond, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Et puis quelques années, on est devenu progressivement un peu plus à la mode. Et puis là, il y a cette fameuse crise de sens. Alors maintenant, tout le monde veut bosser dans des boîtes qui ont du sens. Et alors effectivement, maintenant tu te dis, ok, là je commence à comprendre mon chemin qui a été depuis 20 ans, et j'allais pas. Je revois le petit David d'il y a 15 ans qui disait putain, je me dis ok, c'est là où t'allais. Je savais pas, mais c'est là où t'allais. Et finalement, il y a eu, ça y est, une partie de la voie qui a été éclairée comme ça, et moi c'est ça qui me fait du bien en fait. Ça me fait penser au Connecting the Dot de Steve Jobs. Je sais pas si tu as vu son discours à Stanford, où il explique que c'est seulement rétrospectivement qu'il s'est rendu compte que ce qu'il faisait avait du sens et qu'il pouvait avoir du lien entre les grandes étapes de sa vie. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ah, il y en a un qui me vient immédiatement, c'est à l'époque où j'étais un petit peu dans mon trip petit costard, petit chef là. J'étais évidemment très en contrôle fric de tout et en énervement dès que quelqu'un faisait pas ce que je m'attendais à ce qu'il fasse. Et c'est une époque où je pouvais rédiger des mails de 2 pages vénères pour aller bien expliquer à la personne que c'est pas ce qu'on s'était dit, etc. Que ce soit un client, un salarié, enfin c'était vraiment... Et tu les envoyais en même temps? Non, bah alors, avant, il y a une période où je les envoyais, ouais. Bah j'avais 25 ans, 26 ans, ça partait, quoi. Ce que je te dis tout à l'heure quand tu m'as demandé quelle est ma plus grande erreur, moi on m'avait pas appris tout ça, quoi. Moi je l'ai pas dit, tu me parlais de mon enfance, moi je viens d'une famille où on n'apprenait pas ça, c'était dysfonctionnel, à l'école on m'a pas appris ça. Donc voilà, j'ai appris tout seul en me prenant des baffes. Et un jour, j'avais embauché quelqu'un dans la boîte qui avait 65 balais. Et je lui ai dit, tiens, tu veux pas relire mon mail avant que je l'envoie? Il l'a relu, il m'a dit, top. À ta place, je regarderai demain si tu veux encore l'envoyer. Et en fait, du coup, je l'ai pas envoyé, je l'ai relu le lendemain, et le lendemain, tout m'a explosé à la figure d'inconsistance de ce truc-là. Et là, je crois qu'il m'a fait réaliser un truc très important, quoi. Voilà. Après, j'ai eu plein de mentors, j'ai eu plein de conseils, mais celui-là, il me marque pas mal parce qu'il dit évidemment beaucoup d'autres choses que simplement ce petit mail, quoi. Et du coup, quel conseil, toi, est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une aventure entrepreneuriale ou tout simplement dans cette belle aventure qu'est la vie? Alors la vie, je sais pas, c'est un peu compliqué parce que c'est assez large. En tout cas, l'aventure entrepreneuriale, je suis coach aujourd'hui dans quelques incubateurs, donc je suis pas mal d'entrepreneurs qui ont la plainte qui est la mienne. C'est dur, c'est pas facile, je suis stressé, je dors plus, etc. Et je lui dis, moi, j'ai un niveau d'acceptation en fait qui m'a beaucoup aidé, c'est comprendre que le taf, c'est gérer des merdes. En fait, c'est le taf. C'est-à-dire que l'état où à un moment donné, les choses vont bien aller, et il y aura que un petit truc à gérer de temps en temps, en fait, c'est une utopie, c'est un paradis qui n'existe pas. Le métier, c'est de gérer les problèmes, en fait. Et donc, la réflexion, le conseil que je donnerais, c'est de dire, est-ce que tu as compris que c'était ça le métier? Parce que effectivement, on se forge tous une idée de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Alors ok, je monte une boîte, je vais la revendre, je sais pas, ça dépend des objectifs de chacun. Maintenant, d'un moment d'autre, c'est je monte une boîte, je vais changer le monde. Ça peut être encore plus frustrant quand tu vois que tu n'y arrives pas. Donc en fait, si t'apprends pas à gérer ta frustration, ton stress, ton anxiété, si tu te dis pas que ça fait partie intrinsèque du taf, c'est beaucoup plus dur. Moi, j'aurais bien aimé qu'on vienne m'aider là-dessus au début, quoi. Donc c'est ça que je dirais. C'est-à-dire, part du principe que c'est un chemin chaotique. Comment tu vois les choses pour ton business, pour le tourisme dans les 10 prochaines années? Pour mon business, c'est toujours partagé entre l'impression qu'on ouvre une voie
et le questionnement de à quel moment elle va être visible, et donc le marché va répondre. Et pour le tourisme, écoute, en tout cas, les réflexions qu'on a, nous, c'est comment on change le rapport client-fournisseur et l'acte d'achat. Nous, on le travaille beaucoup au hameau. C'est-à-dire, j'ai eu une discussion la dernière fois avec des gens qui discutaient le prix du café. Et j'avais eu le cas au Social Bar à l'époque où on discutait le prix de la bière, sachant qu'on est au prix du marché. Les gens comprenaient pas qu'on soit au prix du marché. Non, mais enfin, on comprend pas que vous êtes un lieu alternatif, vous êtes un lieu solidaire et social, donc vous devriez avoir un café 2 ou 3 fois moins cher que le marché. Et donc, j'ai commencé cet échange-là en disant, en fait, merci. D'ailleurs, je l'avais jamais dit comme ça. J'ai dit merci parce qu'en fait, vous venez de me faire réaliser que ça devrait être le contraire. Parce qu'en fait, vous devriez être ravis de payer le café plus cher parce qu'on essaie, nous, d'inventer une nouvelle manière de faire. Voire même que le fait que vous payiez le café plus cher permette à certains de l'avoir gratuitement. Et donc, voilà, moi, j'espère que le futur, ça va être un truc où je l'ai avec beaucoup de souffrance depuis que je fais du tourisme, ce quoi je me serais pas du tout imaginé de faire il y a encore quelques années, quand les gens nous mettent des notes. Je trouve ça horrible, moi. Ça me et je crache pas dans la soupe. Je le fais quand je sors du taxi ou du machin. Donc je me mets pas en dehors de la masse. Mais on a une grosse réflexion là-dessus en termes. C'est quoi que t'achètes, quoi. Si t'achètes juste un service, une chambre, etc. Ouais, ben on va continuer à penser de travers, quoi. Par contre, si t'achètes quelque chose de global qui inclut le futur, qui inclut un regard, qui inclut un partage, ça, on essaie de construire ce truc-là et on s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup une question de communication. Et si tu communiques pas, les gens peuvent pas comprendre ce qu'ils achètent, alors ils te comparent à un petit copain d'à côté qui a pas la même intention. Bien qu'ils achètent le même service, une chambre, un repas. Si t'expliques ça, mais dans l'immense majorité des cas, les gens viennent t'aider à faire la vaisselle. C'est hallucinant. Donc en fait, j'aimerais bien, je sais pas si ça va être ça l'avenir, parce que je crois que ça tire dans tous les sens, mais si nous on arrive à imaginer une part de cet avenir-là, de déconstruire pour reconstruire autre chose, ben on sera content. Qu'est-ce que tu sais avec une certitude absolue ? Que je ne sais rien. Ça c'est sûr, ça c'est ce que j'ai appris ces 10 dernières années dans mon chemin d'éveil, c'est sortir que tout est impermanent. Merci mon premier prof de méditation. Ça m'aide beaucoup d'ailleurs pour répondre à ta question, comment tu fais dans les moments difficiles, etc. Tout est impermanent. La catastrophe d'aujourd'hui sera la rigolade de demain et vice versa. Et surtout que les certitudes sont une construction du cerveau conscient, c'est une catastrophe. J'essaye beaucoup. Dès que j'ai une certitude, pour moi, c'est genre j'ai une diode rouge qui s'allume en disant attends, je suis sûr c'est qu'il y a un problème. Donc ça voilà. Donc il y a rien que je ne sache. Allez, si, il y a peut-être un truc, c'est que les certitudes sont des saloperies. Ça je peux te le dire. En tout cas, c'est ma vision à moi. Est-ce que tu aurais un livre ou un documentaire ou un film que tu nous recommanderais ? Bah j'en ai plein parce que ça. Mis à part Largo Winch, évidemment. Ouais. Bah d'abord, les livres ont énormément structuré ma pensée et mon chemin. C'est dans les livres que je suis allé chercher des ressources, des regards. Et d'ailleurs, sans jamais les prendre pour argent comptant, mais qui ont alimenté une réflexion, une vision et des choses comme ça. Et donc, en fait, j'en ai 1000 évidemment à te dire, mais je vais parler d'un livre qui est sorti il y a pas longtemps, qui a été écrit par 2 très bons copains, qui s'appelle Le pouvoir du suricate, qui a été écrit par Nathan Obadia et Pablo Servigne, avec qui je passe beaucoup de temps à parler de l'avenir du monde. Ils ont beaucoup bossé sur la notion des peurs et comment les peurs structurent nos comportements sociaux et déstructurent notre société. Et je trouve que le livre est hyper bien fait, que ce soit pour une personne qui veut simplement mieux comprendre son anxiété au quotidien ou ses réactions, ou quelqu'un qui veut plus projeter dans une vision du monde haute, qui est de dire pourquoi nos sociétés sont basées sur les peurs aujourd'hui, comment elles fonctionnent, comment on peut maîtriser ce moteur-là. Le livre est top. Et pour conclure, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée ? C'est marrant parce que avec le Social Bar, on vient de donner notre formation à la convivialité, on vient de sortir la première version grand public et on travaille des questions sur comment aborder quelqu'un que tu connais pas pour créer un lien. Et une des catégories, c'est aborder par l'absurde. Et donc une de ces questions absurdes, c'est salut, je m'appelle David, comment tu t'appelles ? Renaud. Tu vas où ? Et je trouve que cette question est intéressante parce qu'elle peut donner, et donc peut-être que c'est cette question que j'aurais aimé que tu me poses, parce que tu peux la prendre. Alors, David, tu vas où ? Eh bien, je n'en ai aucune idée, Armelle, et ça me va très bien comme ça. À mon prochain rendez-vous. Merci beaucoup, David Rivoire, entrepreneur de l'économie sociale et solidaire, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 6 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que c'est quand même l'argent qui fait bouger les choses, et les faire bouger vers un monde plus social et plus solidaire, c'est beaucoup mieux.
Le deuxième point, c'est un conseil. Il faut prendre du temps pour soi, pour se connaître, pour s'aider à s'éveiller et pour être finalement au bon endroit. Le troisième point, c'est que quand on prend un risque, eh bien, on ne s'en rend pas toujours compte sur le moment parce qu'il y a une forme de candeur, de flow, d'état de flow qui fait que on se lance dans cette nouvelle aventure sans vraiment s'en rendre compte d'un potentiel danger. Le quatrième point, c'est aussi un conseil. N'envoyez pas tous vos emails. Le cinquième point, le métier ou le travail d'un entrepreneur, c'est de gérer des problèmes. Tout le temps. Il faut donc apprendre à gérer ses frustrations et sa santé mentale. Et enfin, le dernier point, c'est la clé de la méditation du jour, ou plutôt le sujet de la méditation du jour, tout est impermanent. La catastrophe d'aujourd'hui sera la meilleure histoire de demain et vice-versa. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.